Je suis essoufflée. J'ai tout préparé pour la vidéo, du coup je suis essoufflée. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper contente de faire cette vidéo parce que ça fait un moment que je voulais la faire. Et à chaque fois, je la repousse parce que je me dis ah mais non, faudrait plutôt que je fasse celle-ci d'abord, etc. Bref. Pas de longue intro parce que vraiment, ça va être une longue vidéo, je pense que vous le voyez déjà. Il y a quelques semaines de ça, j'ai vu la vidéo exactement du même type chez The Maze Reader, qui est une chaîne que je vous conseille vraiment énormément. C'est une libraire qui est pleine d'entrain, qui lit plein de choses différentes, et c'est ça que j'adore. Je crois qu'on se ressemble beaucoup en termes de nos lectures, parce que quand elle présente des trucs, tu sais, j'ai l'impression que je peux totalement relate avec elle, je sens les arguments, des fois on a les mêmes coups de cœur, des fois pas du tout. J'aime beaucoup sa façon de vlogger ses lectures, de parler de ses lectures, de choisir ses lectures. Et il y a quelques mois, elle a sorti une vidéo qui retraçait tout son parcours de lectrice à travers des œuvres vraiment emblématiques dans sa vie de lectrice. Et comme j'aime le répéter, je suis une personne très nostalgique. Donc pour moi, revenir sur des lectures qui m'ont marquée à travers le temps, c'est tout bénef. Je vous invite à plonger avec moi dans mon cheminement de lectrice, à travers ces livres, ces auteurs ou ces autrices qui m'ont accompagnée depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de parler souvenirs lecture, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Il s'agit, comme bien souvent, de la marque de bougies et de parfums d'intérieur Ava & May. Ça tombe bien qu'on parle de souvenirs, vu que Ava & May s'inspire de destinations et donc un petit peu de souvenirs olfactifs que peuvent nous provoquer certains voyages pour créer leurs différentes gammes de bougies et de parfums. Dans la sélection qu'ils m'ont envoyée cette fois, ils veulent clairement que j'aille me faire un petit bronzage au soleil, hein. Ça c'est pas possible. Ils doivent se dire, elle est tellement blanche, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, on va lui dire d'aller récupérer de la vitamine D quelque part. Vu qu'on part à Aruba, dans les Caraïbes, et on part aussi en République Dominicaine, toujours dans les Caraïbes, et un que je n'ai encore jamais essayé, on part aux Maldives, dans l'océan Indien. Oh mais ça c'est tellement ma came, c'est tellement le genre de choses que j'aime. Oh oui, j'adore. Et déjà pourrons-nous noter la beauté de ce petit flacon, qui fait très océan Indien. Oh là là. Note aquatique, vétiver et orchidée blanche, encore un sans faute. Comme toujours, j'ai envie de vous dire chez Ava & May. La République Dominicaine, c'est une connue déjà chez eux, mais évidemment qu'elle va parfaitement pour cette saison. Vu qu'elle t'embarque dans un mélange de noix de coco, orchidée, fèves de tonka, clairement tu voyages rien qu'en fermant les yeux. Et alors la maxi bougie Aruba, elle est vraiment canon. Litchi, magnolia, vanille. Encore une fois, vanille pourrait me faire dire pas pour moi, mais en fait comme c'est à chaque fois parfaitement dosé, c'est parfait. Tu voyages. Évidemment. Vous avez envie d'ajouter une petite touche de voyage à votre intérieur? Sur le site d'Ava & May avec le code OFFMARGOT que je vous laisse juste ici et en lien cliquable dans la barre d'infos, vous avez moins 60% sur les nouveautés du printemps et vous avez moins 40% sur le reste de la boutique. On approche de toutes ces fêtes très printanières avec Pâques, les fêtes des mères, des grands-mères, de toute ta famille quoi, si tu l'as bien compris. Et mon petit coup de cœur de la sélection, c'est clairement le diffuseur de parfum Maldives. J'aime énormément cette odeur qui est très très fraîche et qui je pense aura un franc succès ici. Merci beaucoup à Ava & May d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous laisse avec la suite. J'ai tenté donc de commencer à trier les lectures emblématiques de ma vie. J'ai donc séparé plus ou moins par catégorie d'années ces littératures, ces lectures que j'ai pu effectuer, et on va remonter à très très loin vu qu'on va commencer entre 98 et 2003, donc entre mes 8 et 13 ans. Parce que je pense vraiment que c'est 5 ans assez représentatifs de avec quoi je suis entrée dans la lecture. Quels sont les livres qui m'ont vraiment directement accompagnée. Et je pense que le premier qui peut me venir à l'esprit comme ça, c'est bien évidemment Le Petit Nicolas. Je l'ai déjà évoqué quelques fois dans les vidéos, mais donc étant suissesse et vivant dans un canton, donc dans une région bilingue, ce n'est pas obligatoire, il n'y a largement pas tous les enfants du coin qui le font. Ça dépend aussi de la commune dans laquelle tu vis dans le canton de Fribourg, mais tu as la possibilité, si un de tes deux parents, en tout cas c'était comme ça à mon époque, parle allemand, et bilingue lui aussi, eh bien tu peux être inscrit ou inscrite à l'école en allemand. Ce que mes parents ont fait. Ma langue maternelle a toujours été le français et ma langue scolaire aura été l'allemand. Ce qui fait que j'étais assez douée en français à l'école, mais des cours de français qui étaient donnés à des Suisses allemands. Donc voilà, c'était des cours de français très très light. Et moi, étant déjà francophone, bah forcément que j'avais des facilités. Donc en cours de français, je m'embêtais des fois un petit peu. Voilà, je galérais dans les autres, hein, très clairement, mais en cours de français, je m'embêtais un peu et je me souviens que ça devait être en 3e primaire. Ma prof m'avait donné à lire Le Petit Nicolas. Et j'étais tombée amoureuse de cette écriture. Pour moi, je pense à l'époque, je devais clairement penser que c'était un enfant qui écrivait. Voilà, parce que je trouve que il a tellement réussi à donner ce ton d'enfant à ses personnages.
avec des fois des mauvaises conjugaisons, des phrases qui, tu sais, sont mal construites, mais c'est voulu, tu vois. Et je pense que je le comprenais pas très bien au début, parce que c'est clair que quand t'es gamine, t'as pas forcément encore ce côté second degré, plusieurs niveaux de lecture. Toi, tu lis le texte, point. Moi, je pensais que c'était un petit garçon qui s'appelait Nicolas qui écrivait son histoire, un peu comme un journal intime. Ça, je pense que c'est un de mes premiers souvenirs de lecture en solo. Ensuite, il y en a eu évidemment plein d'autres. Je pense à des un petit peu moins connus comme Fut et Cathy, qui était une petite série d'une jeune fille qui faisait des enquêtes. Alors, comme j'allais à l'école en allemand et que j'apprenais à lire en allemand en même temps, il y avait pas mal de mots en français que je prononçais pas très juste parce que je les lisais comme un germanophone les lirait. Voilà, donc Fut et Cathy, je l'appelais Fut et Cathy, parce que le U se prononce OU en allemand, et ça donnait lieu à des petites situations un petit peu cocasses et rigolotes quand on lisait avec ma mère, évidemment Harry Potter, et dans Harry Potter j'ai plusieurs anecdotes, mais je revois encore ma mère me lire Harry Potter et la Chambre des Secrets, et elle parle du personnage de Ron, et donc elle lit Ron Weasley, et moi je comprenais pas, je lui disais mais c'est qui ce Ron? Et là elle a dû se dire mais attends... T'as lu tout un tome avant avec ce personnage-là, qui est quand même le meilleur ami du héros, tu peux pas me dire que tu sais pas qui est Ron. Et elle me montre dans le livre, et je dis mais c'est pas Ron, c'est Ron. Parce que pour moi, en français, O-N, ça fait on. Ce qui est vrai, tu vois, enfin il y a une vérité derrière. Elle m'a dit non mais c'est Ron parce que c'est le diminutif de Ronald. Je dis oh mais si en plus vous compliquez. Et je pense que c'est là que j'ai compris que le français c'était une langue un petit peu pénible quand même, hein. Très jolie, très tout ce que tu veux, mais quand même avec des exceptions partout, des règles à dormir debout, enfin, voilà. Harry Potter et la Chambre des Secrets, d'ailleurs, qui a connu un triste sort, c'est le cas de le dire, parce que à cette époque-là, je voulais absolument copier ma mère, et c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, je vois que ma fille veut me copier de la même manière, c'est que je voulais absolument lire dans mon bain. Tu vois, je vois ma mère lire dans son bain, que ça a l'air... t'as de la mousse et tout, et toi tu bouquines tranquille. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait un jour? J'ai voulu faire la même chose. Je prends Harry Potter, c'était les Folios Junior, et je me pose comme ça dans mon bain, et pas manqué, Harry Potter a fait le grand plongeon. Donc le tome 2, qui est comme ça épais, peut-être il a fait ça. C'était joli, ça donnait un petit côté un peu parchemin comme ça, c'était très grimoire, tu vois. Peut-être des choses aussi qui sont un peu plus passées inaperçues aujourd'hui et dont on a peut-être un peu oublié le souvenir, c'était Peggy Sue et les fantômes. Ça, je me souviens que c'était ma marraine qui me les avait offerts et il m'avait presque un peu traumatisée. Parce que c'était un peu horreur quand même. Peggy Sue, c'est une jeune fille qui voit des fantômes, parce que elle a ce don, elle a une sorte de vision très bizarre avec des très grosses lunettes, et elle voit des fantômes. Sauf que les fantômes sont vraiment méchants. Ils veulent anéantir les êtres humains, et je me souviens que celui que j'avais lu, je sais plus si c'est le premier, c'était Le jour du chien bleu. Il y a toute une scène où toute la ville, les parents se révoltent contre les enfants et veulent les éradiquer, et donc les enfants sont complètement pris au dépourvu, et il y a une scène d'un traumatisant pour moi où des parents font un barbecue dans le jardin, donc ils sont complètement lavage de cerveau à ce moment-là, hein. Sur la broche, c'est pas un cochon. Tu l'as, c'est bon? Ah, je te jure, j'étais là, mais c'est quoi ce livre? Là, je pense que je devais avoir 13 ans. Très clairement, je pense que j'avais pas 8 ans, tu vois, quand j'ai lu ça. Je pense que je devais plutôt approcher des 13. Donc ça va, enfin voilà. Mais je suis quelqu'un d'assez sensible quand même. Donc c'est vrai que la première scène comme ça, j'étais là... Ah oui, ils sont vraiment trash les fantômes en fait. C'est vraiment des gros bâtards. On commençait gentiment à avoir beaucoup de lectures pour enfants. Mais pour moi, il y a vraiment toute une vague. Et je me souviens avoir traité ce sujet dans mon travail de mémoire de libraire, où j'avais fait tout un panel sur la littérature adolescente, qui justement était arrivé pour moi très clairement avec Harry Potter, qui avait un peu bousculé les codes, éliminé un peu, brouillé un peu les frontières entre ça c'est vraiment des livres pour enfants et ça c'est des livres pour adultes. Et entre deux, il n'y avait pas vraiment de vraies choses à se mettre sous la dent, tu vois. J'ai eu cette chance d'arriver et de naître dans des années qui ont ensuite connu des vrais livres pour ados, tu vois. Donc on aura eu en effet Harry Potter, on a eu Peggy Sue et les fantômes. J'ai noté les Chroniques du bout du monde aussi, que j'ai d'ailleurs retrouvé dernièrement à Emmaüs dans leur quasi-intégralité, parce que je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, ce n'est plus édité. Et je me souviens avoir aussi acheté une fois un livre, je me rappelle encore, on était chez Payot Fribourg, qui était déjà là quand j'étais petite, bien sûr. Et je me rappelle que ma mère m'avait dit, j'avais eu des bonnes notes, je crois, ou je sais plus quoi, et je pouvais choisir 2 grands formats.
Voilà, donc 2 livres brochés, tu vois, pas des poches. Et j'avais donc choisi un tome des Chroniques du bout du monde, et j'avais choisi Kevin et les magiciens. Mais j'avais pris un tome totalement au hasard, je pense la nouveauté qui venait de sortir, ça devait être le tome 6 ou 7 d'ailleurs. Donc j'avais pas tout compris. Bien aimé cette histoire qui là aussi était un peu semi-enquête, semi-magie. Mais alors je pourrais plus te redire exactement quoi, comment, qu'est-ce, à part que le gamin s'appelle Kevin et qu'il y a des magiciens, voilà. Mais c'est des histoires qui me restent en tête. Et en dernier, dans cette sélection d'enfance, je ne peux pas ne pas mettre Narnia, bien évidemment. Voilà, c'est là maintenant pour les relire gentiment avec ma fille, c'est plein de souvenirs. Et je me rappelle que plus tard, un peu plus grande, je devais peut-être avoir 18-19 ans par là autour, j'avais essayé de les relire et j'avais pas été plus convaincue que ça. Je m'étais même demandé comment j'avais pu trouver ça super quand j'étais gamine. Alors que là, pour les avoir relus, maintenant, à bientôt 35 ans, en fait ça va. Je trouve que ça fait partie des classiques de la littérature enfantine, au même stade un petit peu pour moi, tu vois, qu'un Roald Dahl avec Mathilda, Charlie à la chocolaterie. Mais Narnia, ça apportait justement ce côté magique que j'aime tant et que j'adore. Voilà, donc je suis toujours un peu à la fois impatiente, à la fois inquiète de ce que une nouvelle adaptation pourrait donner. Je pense aussi que c'est une des premières séries qui m'a fait vraiment ressentir énormément d'émotions parce que je les ai lus dans ces 5 ans-là, donc entre 98 et 2003. Vraiment, j'ai lu les 7 tomes. C'était ma bibliothécaire d'ailleurs qui me les avait fait découvrir et qui me les avait offerts d'ailleurs, je crois, pour une bonne partie, les premiers. Et ensuite, je les avais achetés. Quand je suis arrivée à la fin du tome 7, j'ai vraiment eu ce « Oh, déjà ? Mais c'est pas possible !» Et j'ai fondu en larmes me disant « C'est terminé. Narnia, c'est fini. J'y retournerai jamais pour la première fois. » Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu un « Oh waouh !» C'est ça en fait, être à fond dans une série, ok. On passe à 3 ans un petit peu charnières, là aussi évidemment, 2004-2007. J'ai donc entre 14 et 17 ans. C'est pas les années les plus évidentes parce que je trouve que tu grandis très vite à ce moment-là, tu vois, dans ces 3-4 ans-là, tu passes vraiment à des stades très différents de toi-même. Il y a vraiment des choses qui évoluent, t'as l'adolescence qui arrive, qui arrive pas, qui est en plein dedans, tu vois. Et je pense que le livre qui vraiment m'aura éclaté au sol à ce moment-là, je me rappelle encore en avoir fait une page dans mon journal intime tellement c'était l'explosion, et que j'ai toujours d'ailleurs, parce qu'il est jaune, c'est La Princietta et le Capitaine. Je ne l'avais pas lu dans cette édition-là parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque quand il était sorti, donc en 2004. Mais c'est de Anne-Laure Bondou, c'était ma découverte de l'autrice, et je suis très contente qu'aujourd'hui elle écrive encore si bien pour la jeunesse. J'en ai encore à lire d'elle et je suis très heureuse de la découvrir encore et encore, même aujourd'hui, 20 ans plus tard. La Princietta et le Capitaine, c'est la première fois qu'une héroïne m'a fait autant l'admirer. Malva, c'est l'héritière du trône qui n'a pas du tout envie d'être l'héritière du trône et qui va donc s'enfuir. Son père va mandater un groupe de pirates, de navigateurs, en tout cas d'aventuriers, pour la retrouver. Et quand ils vont la retrouver, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont plutôt envie de l'aider, elle, à vivre sa vie, plutôt que de la ramener à son père, qui de toute façon va la marier à un homme qui ressemble clairement à Jafar. Donc c'est clairement pas le but, quoi, tu vois. Dans cette édition-là, je crois qu'il y a une fin alternative, parce que la première fin est tout bonnement atroce. Voilà. Là aussi, Anne-Laure Bondou, je pense que c'est une des premières à m'avoir montré des fois, ça se passe pas toujours comme prévu. Et je suis tellement impatiente qu'Alice puisse le lire un de ces jours, mais on va attendre un peu, parce qu'il est quand même énorme, et je me dis que d'ici 12-13 ans, ce sera largement assez tôt. Pour rester encore dans vraiment ce côté très jeunesse, je me souviens évidemment que c'était mes années fastes avec des séries gigantesques qui m'ont pris des années à être terminées, parce que vraiment, il y a trop de tomes, dont Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, que j'ai adoré pour son ton hyper cynique, très humour noir finalement, très défaitiste. Et je trouvais ça génial en fait qu'on n'aide pas du tout, qu'on n'est pas du tout dans le bonheur et l'espoir des héros, quoi. Non, au contraire, mettons-leur des bâtons dans les roues. Je pense aussi mes premiers grands frissons avec l'épouvanteur, l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, repose en paix. Je me souviens encore mon trouillomètre à son maximum
quand j'ai lu le premier tome, alors que j'avais 14 ans, quoi. Donc technique, enfin ça va, quoi. Mais je rappelle, j'étais une personne un peu sensible quand même. Et là aussi, gros frisson avec voilà ce passage au bord du ruisseau où Tom essaye d'échapper à la vieille mère Malkin qui rampe à côté de lui. Il fait noir et tout, et elle laisse une sorte de trace dans l'herbe qui peut suivre presque comme de la bave d'escargot. Et mais tu sais, tu lis ça toute seule dans ton lit le soir, et après t'es là, putain merde, pourquoi j'ai fait ça? Clairement, ça m'a rappelé ces souvenirs-là. J'ai aussi découvert, bien évidemment, Pierre Bottero à ce moment-là. Là aussi, paix à son âme. Pierre Bottero, un auteur absolument incroyable, qui aura marqué ma vie alors que, vraiment, je l'ai connu dans ces années-là. Il est mort en 2010, par là autour. Je sais il est décédé maintenant il y a un moment d'un accident de moto, si mes souvenirs sont bons, et j'ai eu la chance un peu plus tard, j'étais en 2e ou en 3e année d'apprentissage, et je faisais le salon du livre de Genève avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, dans laquelle j'étais en apprentissage, l'Office du livre. Il était en dédicace, et je me souviens avoir vu ça au programme, et je me rappelle encore avoir mis mes exemplaires d'Elana, que j'ai en bas à la cave, qui attendent sagement Alice. Je les avais mis dans mon sac, dans ma valise, en me disant je dois les faire dédicacer, quoi. J'avais hésité à tout prendre, mais j'avais pas la place, et j'étais tellement heureuse de le voir, de discuter un moment avec lui, parce qu'il y avait pas trop de monde, et j'avais pu, voilà, tu vois, de parler de Gwen Dalavir avec un auteur qui a créé un univers connecté. Tu vois, c'était la première fois aussi que je lisais des mondes connectés. Il y avait Willan, la deuxième trilogie des Willan, il y a eu Elana, puis ensuite il y a eu l'autre, et quand j'ai lu l'autre, et tout à coup, le parallèle qui se fait avec toute la saga Willan et Lana, j'étais là, oh, mais c'est dingue, mais c'est gigantesque en fait, tu sais, et t'as vraiment le truc qui t'explose le cerveau, parce que tu te dis, mais waouh. Et je pense que c'est un de mes plus grands regrets aujourd'hui, qu'il soit parti. Bah déjà, en tant que personne, il avait l'air incroyable, il avait fait des textes absolument splendides, il faisait des masterclass et des rencontres dans les écoles en France, et je trouve ça génial quand les auteurs le font. Et c'est vrai que lui, il avait vraiment, je trouve, ce talent de conteur. Et je me dis, mais si il avait pu écrire encore, imagine l'univers étendu qu'il aurait pu nous faire. Oh, le Gwen Dalavir-verse, quoi. Enfin, ça aurait été incroyable. Parce que le dernier, c'était le truc avec les âmes. Là aussi, en fait, j'ai pris des années à le lire parce que je voulais pas. C'était le dernier qui me restait. Après, c'était terminé, et on savait que c'était un truc qui avait pas vraiment de fin, tu vois. Oh, c'était dingue, c'était dinguissime. Je me rappelle encore qu'avec ma cousine qui lisait aussi beaucoup à ce moment-là, on se les passait, tu vois. On se les échangeait parce que tout le temps autre chose, tu vois. Enfin bref, c'était dingue. C'est aussi à ce moment-là, vu que 2007, ça signe le début de mon apprentissage, et un petit peu avant, j'ai eu des gens dans ma famille qui m'ont un petit peu incité à lire, à aller gentiment vers la littérature pour adultes, on va dire. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert Arto Pasilina, qui est un auteur que j'affectionne toujours aussi beaucoup, que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu, mais que j'ai beaucoup dévoré à une certaine époque, celle-ci notamment. Surtout, je me souviens de La Douce Empoisonneuse, que j'avais adorée. C'était cette petite vieille qui, un peu sans faire exprès au départ, tue des gens, mais à la base elle veut pas les tuer eux, elle veut se tuer elle parce qu'elle est vieille, et puis elle a son neveu qui vient tout le temps lui piquer sa rente, et du coup elle en a un peu marre de cette situation. Ça part dans tous les sens. Il y avait Les Prisonniers du Paradis aussi que j'avais beaucoup aimé. C'est un avion qui s'éclate sur une île, il y a quasiment tout le monde qui survit. Donc c'est cette équipe qui va recommencer leur vie sur cette île, et plus ça va, moins ils ont envie d'être sauvés. Je pense que c'était celui-là, le tout premier que j'avais lu. J'avais vraiment trouvé ça tellement drôle en fait, tellement absurde. Évidemment, j'ai oublié de préciser une chose au début de cette vidéo, j'ai oublié de faire un petit disclaimer qui allait des fois avoir des livres, des auteurs, des séries peut-être qui aujourd'hui posent problème, parce qu'on a découvert des choses sur certaines personnes. Évidemment qu'en reparler, ça leur fait de la promo, bien que ce soit pas mon but premier là-dedans, mais je ne peux pas les évincer. Ils font partie de mon chemin de lectrice, et si je ne les avais pas eus, ils m'ont tellement marqué, ça m'aurait pas amené vers certaines autres lectures, je pense, si je n'avais pas eu celle-ci avant. Je pense notamment, bien sûr, à la duologie pour moi des Dames du Lac et des Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. Je le rappelle, Marion Zimmer Bradley, c'est une autrice décédée aujourd'hui qui est très très problématique. Je vous invite énormément à vous renseigner si ça vous intéresse sur son cas, sur ses crimes, parce qu'on peut parler à hauteur de crime pour moi aujourd'hui, sur internet, parce que je risquerais de devoir utiliser beaucoup de mots que je peux pas vraiment utiliser sur YouTube.
Et bon, voilà, ça m'embêterait que la vidéo soit strike juste à cause d'elle, n'est-ce pas? La seule petite consolation que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas, ça fait longtemps que je me suis pas renseignée sur voilà, le cas Timur Bradley. Il me semble qu'aujourd'hui, tout l'argent qui est récolté grâce à la vente de ses livres encore aujourd'hui reviennent à sa fille, qui est sa première victime. Et donc, je me dis que d'un côté, il y a quelque chose qui répare, alors ça réparera jamais totalement ce qu'elle a vécu, ça y contribue un tout petit peu, j'espère que c'est encore toujours le cas, je ne m'avance pas parce que je ne sais pas si c'est encore le cas, j'aurais pu me renseigner avant de tourner la vidéo, c'est vrai. Les Dames du Lac, pour en reparler rapidement quand même, c'est ma tante qui avait les livres, d'ailleurs elle avait pas ces éditions-là, elle avait les vieilles éditions un peu old school, qui me les prête. Je dois avoir en effet 14-15 ans, par là autour, on part en vacances avec mes parents, et beaucoup de voitures avec mes parents. J'avoue au début je suis là, c'est quand même un peu, tu vois, j'ai pas l'habitude, je sors quand même de lectures plutôt Narnia, les Chroniques du bout du monde, tout ça, enfin voilà. Et en fait je tombe dans cette fascination pour la légende arthurienne. Aujourd'hui, cela dit, c'est un livre, une duologie que j'ai très souvent relue, et plus ça va, plus je la relis, moins je la trouve fantastique. Pourquoi? Parce que, je vous le donne en mille, Marion Zimmer Bradley a écrit ça dans le début des années 80, et un petit peu comme Virginia C. Andrews, avec les fleurs captives, tout ça, c'est très dans son jus. Donc on a clairement une sexualisation des personnages féminins qui n'est pas du tout nécessaire, qui est tout le temps refaite. On peut aussi, maintenant qu'on connaît les méfaits de l'autrice, y déceler clairement des indices sur ses déviances. Je ne vous le recommande plus spécialement aujourd'hui, mais ça fait toujours partie des livres qui ont franchement ouvert une immense porte dans ma vie de lectrice, qui ont fait qu'ensuite j'ai voulu... Voilà, il y a eu un truc en fait en même temps, c'est qu'il y a eu la sortie du film du roi Arthur en 2004 avec Clive Owen, Ioan Gruffudd et Keira Knightley. Je suis tombée complètement amoureuse de ce film, je l'ai regardé au moins 18 000 fois il me semble, je lis ça en même temps quasiment, enfin voilà, les planètes étaient alignées pour que je tombe dans le truc des légendes arthuriennes. J'en ai lu plein d'autres ensuite, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet il y a pas très longtemps, enfin si, elle commence à dater maintenant en fait, il y a 5 ans. Voilà, si jamais elle vous intéresse, elle est toujours disponible. Entre-temps, bien sûr, il y a eu d'autres livres que j'ai lus par-dessus. Je suis obligée quand même de le mentionner, parce que il a beaucoup compté pour moi à une certaine époque. A aussi énormément compté pour moi, mine de rien, et c'est, je pense, un petit peu ce qui m'a fait entrer dans toute cette partie légèrement thriller. Alors à ce moment-là, explosait, je me souviens, Da Vinci Code. Dan Brown avec son Da Vinci Code. Et moi, du coup, j'étais trop jeune, j'ai pas du tout... Voilà, je me rappelle ma mère l'avoir acheté en grand format, tout machin, le truc. Bien après, il a sorti Forteresse Digitale. Et celui-ci, elle me l'avait passé, parce que justement, encore une fois, vacances, long trajet et tout. Et j'étais dans ce moment entre deux âges, un petit peu, tu vois. Et je lis Forteresse Digitale qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je saurais plus te redire complètement l'histoire aujourd'hui, mais je me souviens que je me dis, waouh, c'est génial les enquêtes en fait, les vraies enquêtes avec un immense suspense, avec des trucs graves des fois qui se passent et tout, enfin voilà, je pense que ça a été le début pour moi de cette plongée dans le monde du polar, du thriller. Arrive ensuite une petite portion, 2007-2010, c'est mes années d'apprentissage. Mes années d'apprentissage, énormément de changements en termes de lecture, parce que je découvre déjà tout un nouveau spectre de la littérature que je ne connaissais pas, les classiques, parce que j'ai jamais lu de classique avant mes cours de littérature en cours de libraire. Donc là, je découvre Edgar Allan Poe, que j'aime beaucoup, je découvre Virginia Woolf, que j'aime beaucoup. La personne qui accompagne ma vie pendant les 4 prochaines années est très très littéraire, aime beaucoup le côté très triste, romantique. C'est clairement un poète maudit, tu vois, la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Il m'a apporté notamment des lectures qui m'ont beaucoup marqué, comme la découverte de certains illustrateurs. Je lui dois notamment ma découverte de Olivier Ledroit, qui encore aujourd'hui m'accompagne beaucoup et qui est un auteur de BD que j'aime énormément. Il m'a fait découvrir Isler avec sa série Sambre, qui est une sorte de Roméo et Juliette temps de la Révolution française, et j'ai tellement vibré pour cette série et puis pour ces autres trilogies qui prennent ensuite les personnages qu'on a dans Sambre, qui reviennent sur leurs ancêtres, sur le début de leur malédiction, qui remonterait à voilà, les premiers hommes presque, et les premières femmes limite. À ce moment-là est arrivé en librairie l'espèce d'immense raz-de-marée qu'a été
Twilight. Et bien sûr, je n'ai pas pu passer à travers sans les lire. Je me souviens encore qu'avec ma cousine, justement, on les lisait, mais on tremblait. On était, mais... Oh, c'était l'apothéose. Twilight. Attention, attention. Oh, les premières romances paranormales. Aujourd'hui, on a la romantasy, mais nous, s'il vous plaît, on avait les romances paranormales. Tu peux pas... Non. Non, des vampires, des loups-garous, des chimères, des anges, on a tout eu, je pense, on a tout eu. Les différents plans de trucs de dimension, de je reviens d'entre les morts, les fantômes, oh là là, c'était toujours un peu gothique. Non, pardon, c'était pas gothique, non, c'était un peu émo, tu vois, c'était très dans le... Ces couvertures, je me souviens, c'était chez Bayard d'années, si j'arrive à les retrouver, je vous les mettrai là, où c'était vraiment des couvertures qui se voulaient, tu sais, avec des jeunes filles dans des grandes robes noires, dont on ne voit que le dos, ou alors qui sont en train de pleurer comme ça, enfin, tu te dis, mais Harlequin, en fait, avait déjà inventé ça, c'est tout. Et on trouvait ça tellement kitsch Harlequin à ce moment-là. Bref. Twilight, je les ai rachetés à Emmaüs, comme ça, dans ces éditions blanches. Je les trouve très jolies, à part ça. Est-ce que je les relirai un jour? Ce serait fun de les relire maintenant, je pense. Ce serait vraiment drôle. Parce que je les ai jamais relus, je crois. Vraiment. Je les ai eus au tout début, quand ils étaient sortis, quoi, les premiers. Donc, ouais, 2005 pour la première édition. Et 2005 pour la traduction aussi, donc oui, ça a vraiment été... je les ai pas lus tout de suite, je me souviens vraiment les avoir pris après, parce que je travaillais déjà quand je les ai pris, mais Twilight, quoi. Et avec Twilight, mine de rien, j'ai découvert les Sœurs Brontë. Parce que je crois qu'à un moment donné, le livre préféré de Bella et Edward, c'est Les Hauts de Hurlevent. Donc je tombe dans Les Hauts de Hurlevent, que j'ai beaucoup aimé, hein, voilà, qui est une lecture qui, voilà, encore une fois, je me dis, oh là là, ces grands espaces, les landes, le vent, tout ça. C'est romantique, c'est tragique, c'est tout ce que tu veux. Mais je pense que le texte des Sœurs Brontë que j'ai préféré, c'est clairement Jane Eyre. Jane Eyre, c'est... ma clacasse de ma vie de lectrice en classique, je pense que c'est le high level, c'est celui que je préfère et que encore aujourd'hui je me dis putain, j'ai trop envie de prendre le temps de le relire. Mais j'arrive pas à prendre le temps de le relire, donc il faudrait vraiment que je prenne le temps de le relire parce que je l'ai trouvé génial. En même temps que les romances paranormales, on a eu aussi la montée bien évidemment des dystopies qui sont arrivées plus ou moins à ce moment-là aussi. Je me souviens qu'avec une copine d'apprentissage, on était à fond dans les Hunger Games, enfin c'était dès qu'il y avait le nouveau, on était mais qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, j'en parle pas plus que ça, parce que je crois qu'à part Hunger Games et peut-être après le labyrinthe, j'ai pas, tu vois, Divergente, tout ça, je suis pas du tout rentrée dans le truc, ça m'a pas du tout plu. Je crois que j'ai même pas été au bout du premier tome de Divergente, c'est dire. Mais Hunger Games, ouais, vraiment. D'ailleurs là, évidemment, qu'est-ce qu'on est en train de lire en lecture commune avec mon chéri? Voilà, Lever de soleil sur la moisson, l'histoire d'Haymitch. Alors on va très lentement, hein, parce que lire à voix haute, un chapitre par soir, ça va pas vite. Mais c'est cool, on passe un super moment, et en 100 pages, on a déjà pleuré 2 fois. Yeah, c'est top. C'est aussi mes premières découvertes de titres un peu au hasard, tu vois. Je suis pas du tout influencée par ce qu'on doit lire à l'école, je suis pas influencée par ce que mon mec de l'époque lit, je suis pas influencée encore par les blogs, parce que j'en ai juste pas encore un au tout début de cette période-là. Et il y a une chose que je fais par contre, c'est qu'on me donne comme mission souvent d'aller dans les stocks, parce que donc j'ai fait toute une vidéo sur mon apprentissage, hein, si elle vous intéresse, je la laisse, elle est toujours active. Je le résume rapidos, j'ai fait mon apprentissage de libraire un peu hors du truc habituel, moi. Hein. Jamais faire comme tout le monde, celle-là, c'est pas possible. J'ai fait ça chez un fournisseur. Donc très grosse logistique, des cartons par milliers, et surtout un immense stock sous les pieds. Petite parenthèse, je vous rassure, j'ai vraiment fait un gros stage en librairie pour valider mon cursus, bien sûr, parce que sinon c'est un peu compliqué d'être libraire sans avoir été en librairie. Et ensuite, j'ai toujours bossé en librairie. Mais en gros, aujourd'hui, je suis assistante commerciale en diffusion, et mon apprentissage, je l'ai fait de l'autre côté, je l'ai fait chez un distributeur. Donc, saisie des commandes, gérer des stocks, faire des commandes chez les fournisseurs en France pour ensuite les avoir ici, tout ça. Et donc, sous les pieds, on avait... C'est des stocks, mais à perte de vue, c'est gigantesque. Et des fois, tu devais aller, toi, depuis le haut en bas, pour aller checker des stocks, tu vois. Par exemple, il y avait des écarts très légers, mais tu dois du coup aller vite recompter, savoir combien il y en a. Et donc, tu te balades dans ces allées,
tout, ça n'a aucun sens, hein, c'est pas des rayonnages de librairie. Et des fois, enfin pas que des fois, souvent, je perdais un temps phénoménal dans les stocks parce que, oh, une couverture, oh, ça a l'air bien ça. Oh, c'était l'enfer. L'enfer, c'était des milliers de titres à ta disposition. Voilà, et avec ça, j'ai découvert 2 livres qui, aujourd'hui encore, je me dis, ceux-là aussi, j'aimerais bien les relire comme pour la première fois, parce que je les ai vraiment chopés juste parce que la couverture m'a intriguée. Et c'est là déjà que je me dis, purée, à 17 ans, la neige, c'était déjà un truc, quoi. J'étais vraiment déjà à fond sur les couvertures avec de la neige, parce qu'alors je me rappelle avoir vu cette couve et m'être dit, je sais pas de quoi ça parle, mais je vais le lire. Et encore aujourd'hui, c'est un livre qui me touche beaucoup et qui me rappelle énormément de souvenirs. La petite chartreuse de Pierre Péju, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma sélection de lecture hivernale ultime. C'est l'histoire d'un libraire qui va faire un accident de voiture et qui va renverser une petite fille. Cette petite fille, elle va avoir besoin de rééducation. Sa mère est toute seule. Et c'est pas évident pour elle d'ailleurs déjà de s'occuper de tout à la fois. Donc il se sent tellement coupable de cet accident qu'il va mettre beaucoup de choses en place pour aider cette petite fille à récupérer plus vite. Et ça va être un petit peu toute leur histoire, c'est très tendre parce que lui c'est clairement un gros nounours, tu vois, mais qui a l'air hyper froid. Et elle, c'est une petite, on dirait un petit oisillon tout fragile qui est tombé du nid et qui va essayer de faire s'envoler. C'est très triste, mais c'est très beau. Et Pierre Péju, j'ai lu d'autres choses de lui par après, pas tout m'a convaincu, largement pas, mais celui-ci, je pense que ça reste un peu mon... Il était trop bien. Pareil pour cette série que j'ai ensuite fini par terminer, bien sûr. Alors je me rends compte aujourd'hui, waouh, les couvertures, c'était pas... Mais à l'époque, c'était très joli, je trouvais. Les artefacts du pouvoir de Maggie Furet. Je n'ai jamais revu cette autrice, nulle part. Je ne sais même pas ce qu'elle fait encore aujourd'hui, si elle écrit encore, mais j'avais craqué absolument sur cette série. Qui va nous retracer un peu à la Elana, tu vois. La vie d'une jeune fille, pas comme les autres, qui va subir plein de choses. Il y a la guerre, elle a des pouvoirs, son mentor va essayer de lui choper ses pouvoirs, elle va se faire abuser, on va péter toute sa confiance en elle, puis elle va tomber amoureuse, mais on va lui... Bref, c'est rock'n'roll, c'est 4 volumes, et je me souviens que j'étais, mais... Tu sais, j'ai fait mes premiers week-ends à 1000 avec cette série, je me rappelle encore, parce que ils sont quand même... Voilà, et il y en a 4. Passons à la prochaine tranche. Là, j'ai fait 2011 à 2015, plus ou moins, parce que ça veut dire au moment de l'ouverture de ma chaîne, j'ai aussi eu le blog entre-temps, jusqu'au moment où on a voulu avoir un enfant et donc je suis tombée enceinte. Pour moi, ça scinde quand même un petit peu 2 profils de lectrices gentiment qui diffèrent un petit peu. En 2011, j'ai donc mon papier de libraire en poche, j'ai mon premier job en tant que diplômée dans une librairie indépendante et j'ai encore un petit peu trop tendance à me dire il faut absolument que je lise tout. Par après, je pars de cette librairie indépendante, j'arrive à la Fnac. Et à la Fnac, je suis au rayon jeunesse. Et là aussi, je me dis, il faut que je lise tout, ou en tout cas un maximum de choses. Donc je commence à lire énormément de jeunesse qui ne me font pas plus d'effet que ça. Mais parmi tout ça, il y a quand même des auteurs, des autrices, des séries qui m'ont rendue très heureuse. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé d'elle, ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir ce qu'elle écrivait, si elle écrivait encore beaucoup. Je sais qu'elle a fait tout un concept avec des retraites écriture. Je vous parle de Samantha Bailly et surtout de Ce qui nous lie. Mais ce livre, c'est une Alice dans l'histoire. Et donc, vous voyez pourquoi on a beaucoup d'Alice dans notre univers qui ont fait qu'on a voulu appeler notre fille Alice. Même si c'est un nom très commun, parce que des Alice, il y en a absolument partout. On s'est pas du tout foulé dans l'originalité, mais c'est un prénom qui pour nous a beaucoup d'histoire, parce que des Alice, on en a des importantes, un petit peu dans chacun de nos univers, Vincent et moi. Ce qui nous lie, au moment où je le lis, vraiment, j'ai cette sensation que Samantha Bailly est avec moi dans ma maison et regarde ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. Voilà. Alice, c'est une jeune femme qui a un don particulier, c'est légèrement fantastique, elle voit les liens invisibles pour nous entre les gens. Et donc, elle peut un petit peu, des fois, dire à certaines femmes, elle fait surtout ça dans ce but-là au départ, si leurs maris sont fidèles ou infidèles. Ça lui apporte quand même beaucoup de
de tristesse de faire ça, donc un jour elle décide de couper cette partie-là d'elle-même et de trouver un travail plus conventionnel. Elle va rencontrer un jeune homme dans son entreprise qui bizarrement, c'est le seul pour lequel elle ne voit pas de lien, comme s'il était affilié à personne. Et donc ça lui donne un petit peu d'espoir parce qu'elle se dit qu'elle pourra peut-être commencer à construire quelque chose avec lui. Et sauf que bien sûr c'est semé d'embûches, c'est un petit peu triste, c'est un petit peu tendre, c'est un petit peu tout ça. Et au moment où Samantha Bailey l'a sorti, moi j'étais un petit peu dans ce genre de « Ah, je sais pas trop quoi faire de ma vie !» C'est aussi, je crois, en 2014, là pour le coup, 2015, par là autour, l'arrivée d'un livre, mais qui m'a... Ça se passe de mots. Je pense que si je vous l'avais pas présenté, vous auriez fait « Quoi ? Mais elle a pas mis Fangirl ?» Voilà, bien sûr, Fangirl, que j'ai relu au moins 5-6 fois depuis, que j'aime toujours autant, parce que c'est ça que j'aime avec ce livre-là, c'est que même si le temps a passé, même si ça fait 10 ans qu'il est sorti, d'ailleurs ça... Non, c'est pas l'édition des 10 ans, je raconte n'importe quoi. Je l'ai, elle est dans la bibliothèque, mais... C'est le livre où je me dis, purée, il vieillit bien. Même si, voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a des visions de vie qui évoluent, Fangirl, il vieillit quand même vraiment super bien. Voilà, j'ai rien à dire de plus, parce que je vous l'ai déjà résumé 10 000 fois, donc je vais pas le refaire. Je découvre aussi une autrice qui continue aujourd'hui de m'accompagner énormément et que je suis toujours avec beaucoup de plaisir. J'ai pas le livre que j'aurais voulu vous présenter qui m'a vraiment fait découvrir l'autrice, mais c'est aussi un livre que j'ai découvert grâce à mes errances un peu dans les stocks. Je me rappelle avoir vu cette couverture des Brumes de Riverton. Là, j'ai Le Jardin des Secrets de Kate Morton. Kate Morton, c'est une autrice doudou, comme vous pourrez les appeler avec ma mère. Dès qu'elle sort quelque chose, on est dessus parce qu'on adore ce qu'elle fait, quoi. Secret de famille, à tout va. C'est vraiment une plume qui nous plaît énormément, qui nous a inspiré pour notre propre histoire, bien sûr, avec ses doubles temporalités à chaque fois, avec des personnages qui découvrent des choses, des secrets et tout et tout. J'ai aussi des titres et des séries emblématiques, c'est à ce moment-là que je découvre la Beatlit. J'étais pas trop fan d'ailleurs, parce que j'en ai lu quelques-uns au début où j'ai pas trop capté le genre et j'ai arrêté, mais Charlie Davidson faisait un petit peu partie de cette urban fantasy, de ces romances paranormales, mais pour adultes, voilà, beaucoup plus catchy, beaucoup plus sexy, un petit peu spicy à un certain moment, c'est-à-dire avec des scènes des fois un petit peu olé olé, mais tout en restant très drôle. C'est super fandard parce que Charlie Davidson est un personnage avec beaucoup d'humour, qui certes va vivre en tant que faucheuse, donc elle fait passer les âmes d'un côté de l'autre, et en plus elle est détective privée, mais bien sûr qu'elle trempe dans plein d'autres trucs. Reyes, s'il vous plaît, un des personnages les plus hot de ma bibliothèque, c'est peu dire, lui je pense que c'est 10 piments, 10 facile. Ah ouais, facile. J'ai découvert Esprit d'hiver de Laura Kashishke, qui fait là encore une fois aussi partie de ces livres qui m'ont complètement retourné le cerveau. J'ai pleuré comme jamais avec Wild de Cheryl Strayed. Le film avec Reese Witherspoon ne m'aura pas fait le même effet, mais le livre, oh là 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 là, mais j'étais en larmes à la fin, quoi. Tu sais, cette femme qui part, qui décide de faire le Pacific Crest Trail alors qu'elle est pas du tout préparée, qui part avec son sac à dos, qui fait la moitié de son poids, donc c'est pas possible, elle a pas les bonnes chaussures, enfin c'est un enfer sur Terre. Et finalement, tout ce trajet, tout ce trek qu'elle va faire, à la fin, il y a un... Voilà. Purée, ça amène vers quelque chose. Et pourtant, elle était très mal partie. C'est aussi pas du tout un personnage qui se dit « Ah ben, je quitte tout », et puis, tu sais, le truc un peu trop bobo chic, où tu te dis « Oui, bon, mais en fait, finalement, c'est des gens qui peuvent tout larguer et partir ». Elle est dans la dèche financièrement, elle a clairement pas ce qu'il faut. Elle n'est pas préparée, elle était addicte aux drogues, elle a eu une relation hyper toxique avec sa mère, ses frères et sœurs, c'est pas vraiment mieux. Donc, je trouve qu'il y a un... Voilà, qui m'a beaucoup remué dans Wild. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, on apprend des trucs là concernant qui sont pas du tout ce qu'elle a voulu mettre dans le bouquin et qu'en fait, c'était du bullshit. Mais au moment où je l'ai lu, moi, en tout cas, il m'a bouleversée. Et puis, après la naissance de ma fille, en 2016, enfin, année de grossesse, on va dire, post-naissance de ma fille, on arrive donc à la dernière parcelle de ce que j'ai envie de vous présenter. Je suis tombée... un petit peu grâce à Kate Morton quand même, dans des lectures dont j'ai fait toute une vidéo d'ailleurs, que j'appelle saga familiale. Voilà, donc tout ce qui est, c'est souvent canadien ou québécois, enfin ça se passe souvent au Québec ou au Canada, c'est pas forcément toujours écrit par des québécoises ou des canadiennes.
Bref, je suis tombée d'abord, je pense, grâce à Marie-Bernadette Dupuis et L'Orpheline des Neiges, donc toute la saga Val Jalbert. C'était un livre que j'avais depuis hyper longtemps en fait, je me rendais compte. Je l'avais repéré, je l'avais noté dans ma wishlist. Puis un jour, je l'ai trouvé à Emmaüs. Je me suis dit, bah tiens, c'est la bonne occasion. Mais je me rappelle encore avoir vu le premier tome en grand format, posé dans des rayonnages de grande surface. Et il m'avait interpellée, évidemment. L'Orpheline des Neiges en plus, tu sais. Je t'ai dit la neige, toujours la neige. Et ça a été le début de la fin, hein, on peut dire, parce que après Val Jalbert, je suis tombée dans Marie Laberge, avec Le Goût du Bonheur, qui là aussi fait partie des trilogies qui m'ont complètement bouleversée et apportée et transportée. Et je pense que ça fait vraiment partie de mes plus grandes sagas, celles qui m'ont le plus transportée. Après, il y a eu d'autres découvertes, un que j'ai très 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 longtemps voulu laisser de côté parce que trop de monde me disait tu devrais aimer, ça va être ton truc, nanani nanana. Il s'agit de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui m'avait tellement été recommandé que ça avait presque fini par m'en dégoûter. Et quand enfin on a un peu arrêté de me saouler avec, je me suis dit maintenant c'est le moment, maintenant je vais le lire. Et donc je l'ai lu. Et il est très très bien placé dans, je pense, les meilleures lectures pour l'instant de ma vie. Parce que je le porte vraiment très très haut dans mon cœur. On a eu ensuite d'autres très très belles découvertes. J'ai découvert notamment l'auteur Pete Fromm, que j'aime beaucoup. Alors, je l'avais découvert pour son côté nature writing, qui aujourd'hui me plaît un petit peu moins. Je trouve qu'il est presque plus doué dans les romans qu'il peut faire. Je pense à La vie en chantier, enfin tous ces titres-là que je vais essayer de vous afficher ici, parce que je trouve qu'il est tellement doué dans sa façon d'écrire tous ces personnages, qu'importe leur genre, qu'importe leur âge, et c'est très très vibrant quand tu lis quelque chose de Pete Fromm, je trouve. J'ai découvert aussi Leigh Bardugo, qui aujourd'hui aussi justement fait partie des autrices que j'aime énormément. Je pense que j'ai un trio de tête, vraiment, qui se compose de Rainbow Rowell, Kate Morton et Leigh Bardugo, qui font vraiment partie de mes autrices favorites. Tu vois, dès qu'elles sortent un truc, je suis donne, je veux. Donc je ne peux que vous les recommander, bien sûr. Leigh Bardugo a un côté beaucoup plus fantasy, bien sûr, avec, on la connaît grâce à tout son Grishaverse, avec Six of Crows, avec King of Scars, mais elle est heureusement arrivée aussi avec d'autres choses, comme Le Familier, que j'ai pas encore lu, mais que je me réjouis de lire, La 9e Maison, que j'ai plus qu'adoré. Et peut-être un petit dernier encore pour finir, parce que celui-ci aussi, je le recommande très régulièrement, et je l'ai beaucoup aimé dans son univers, dans sa plume, dans son style. C'est Donna Tartt avec Le Maître des Illusions, qui, là aussi, je me souviens encore, on était en 2017, on se faisait un petit week-end à Copenhague avec Vincent, et j'avais Le Maître des Illusions sur ma liseuse, parce qu'il est comme ça, donc j'avais pas voulu le prendre dans ma valise, mais j'ai tellement aimé cette histoire. J'ai tellement aimé la lenteur du truc, jusqu'à l'escalade, jusqu'à l'apothéose, puis après c'est le « oh !» Et après on fait quoi? Voilà, je crois que j'ai fait le tour d'un peu de tous ces titres un petit peu phares qui m'ont accompagnée et qui ont fait que je suis la lectrice que je suis aujourd'hui. Il y en a eu plein d'autres, évidemment, mais c'était tout simplement impossible de tous les citer. J'ai dû faire des choix, j'ai dû en désélectionner certains, parce que sinon, cette vidéo qui est déjà très longue l'aurait été encore plus. Et peut-être que vous allez vous souvenir de cette époque où je présentais ces livres-là, où j'ai lu ces livres-là, où j'ai porté ces livres-là. Et finalement, ben oui, on arrive voilà, aux 14 ans de la chaîne. Ce qui fait que, ben oui, entre-temps, il y en a eu des lectures. Encore merci à Ava et May d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup aussi à la chaîne The Maze Reader pour l'idée de l'avoir réalisée et de m'avoir donné envie de faire la mienne, d'aller un petit peu repiocher parmi ces lectures souvenirs. J'aurais essayé du mieux possible de vous faire une liste en barre d'infos de tous ces titres. Voilà, qui sera appelé Mon chemin de lectrice ou un truc du style, j'imagine. Elle est disponible sur Livre Addict. Vous pourrez donc y retrouver notamment, je pense, pratiquement tous les titres que je présente. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres, les lectures un petit peu emblématiques de votre vie, du plus loin que vous pouvez vous souvenir jusqu'à très très dernièrement. Comme toujours, je suis très curieuse et j'adore lire vos commentaires, donc lâchez-vous. Merci beaucoup et je vous dis à une toute prochaine.